Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je voudrais parler de quelques obstacles qui nous empêchent d'accéder à la vérité. Vaste sujet, vaste question. Comme d'habitude, ce n'est pas une réponse exhaustive, simplement quelques pistes pour essayer de pointer quelques éléments importants qui, du moins dans mon parcours, se sont révélés être des facteurs très importants, aussi bien dans la capacité personnelle de trouver la vérité, ou du moins de croire avoir trouvé la vérité, ce qui n'est pas toujours le cas, mais aussi de comprendre pourquoi est-ce que certaines personnes n'accèdent pas à la vérité, et on va voir que parfois c'est simplement parce qu'ils ne veulent pas y accéder à la vérité. Donc, je vais essayer de parler de ces obstacles-là de deux manières. Il y a les obstacles qui sont imposés de l'extérieur par la société, dans la structure de contrôle que forme cette société, qu'on appelle parfois la Matrix, dans la sphère conspirationniste. Et puis il y a la sphère personnelle, où il y a différents obstacles qui empêchent d'arriver à la vérité. Donc, avant de tomber dans du complotisme, puisque aujourd'hui on en parle beaucoup, et c'est pour cette raison que je me suis tourné beaucoup sur la Bible ces temps-ci, dans les vidéos que j'ai fait sur cette chaîne, en particulier pour montrer le fait que même dans la Bible, il y a régulièrement des complots qui reviennent. Parce que le complot, comme beaucoup de gens le savent, ça fait partie de la structure interne du pouvoir de toute société humaine depuis la nuit des temps. Donc il n'y a qu'aujourd'hui où on a vraiment une emprise presque totale sur les médias par une petite poignée de milliardaires qu'on est en mesure de faire passer le message à des masses que le complot n'existe pas. Mais pour toute personne moindrement éveillée, le complot fait partie donc des organes du pouvoir. Et c'est vraiment le sujet dans lequel on se retrouve en particulier aujourd'hui, avec toute cette histoire de Covid. Ceux qui ont vu le film Hold Up, c'est très révélateur des choses dont je vais parler. Pas simplement sur les idées qui sont amenées dans ce documentaire, qui pour certains peuvent paraître complètement fantastiques, et pour d'autres peuvent paraître comme vraiment légers, qui parlent simplement de la surface des choses. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a vraiment une réaction du système de toutes les chaînes, de toutes les radios, de tous les grands intervenants, de tous les grands journalistes, pour nous expliquer le fantasme complotiste, etc. Est-ce que parfois on peut opposer, interroger, comme on le fait sur la stratégie de l'exécutif, sans forcément être complotiste? Si vous voulez... Non, vous me dites non, apparemment. Je pense que vous n'avez pas vu ce film, mais c'est pour ça que vous posez la question. Ça s'appelle la liberté d'expression de la presse, et la liberté aussi de l'opposition. Là, il y a quelque chose d'assez grave qui est en train de se passer, c'est que, si vous voulez, il y a un franchissement d'une limite. Ce film n'est pas de l'ordre du débat. Mais où vous mettez la limite, madame? Nous n'avons pas produit le documentaire. Si vous voulez... Expliquez-moi où est la limite. J'aurais souhaité que votre collègue, d'abord, invite, comme c'est le cas aujourd'hui, au moins quelqu'un en face, et j'aurais voulu qu'il soit beaucoup plus clair dans sa manière de parler de ce film, qui est vraiment un condensé de tout. Donc là, vous êtes en train de dire comment un journaliste doit... Il ne fait aucune place à la contradiction, le film lui-même. Donc c'est une film... D'ailleurs, je crois que vous vous mettez en danger en vous solidarisant, parce que... la liberté, vous permettez que je maîtrise aussi la situation de mise en danger que nous avons, la liberté aussi qui nous est encore Ce n'est pas de l'ordre de la liberté d'expression, ça. C'est une bombe complotiste. Je ne considère pas que ça relève de la liberté d'expression. Est-ce que vos collègues ont le droit d'y répondre quand même, ou alors ce sujet est clos parce que vous avez décidé de le clore? On m'a envoyé un lien hier soir, j'ai passé toute la nuit, d'une certaine Ilona Sikuren, d'accord, une députée de la République En Marche. Elle est arrivée vent debout sur un plateau de CNews, quasiment vous entendez bien, en menaçant la présentatrice, en disant putain, vous vous mettez en danger, en vous solidarisant de votre confrère. Votre confrère, c'était Pascal Praud, parce que j'ai mon producteur qui a eu le malheur d'être invité et de parler un petit peu de ce film. Ce film pose des faits, pose des informations que j'ai absolument pas inventées et suscite le débat. Il doit susciter le débat. Mais la réaction de cette femme, qui a été une réaction épidermique vive, je me suis dit tiens, ça c'est pas naturel. Donc j'ai commencé à chercher. Ilona Sikuren, vous savez qui c'est Ilona Sikuren? Son frère s'appelle Michel. Il a dirigé la compagnie financière Edmond Rothschild. En 2014, il crée la holding financière La Maison, qui réunit notamment tous les grands spécialistes du numérique. Et je montre dans mon film que le numérique est à la base de ce hold-up mondial. Parce que là-bas, c'est la
disparition de la monnaie liquide, comme l'a très bien expliqué le Canard enchaîné. Mais ce qui est spécial aussi, c'est qu'on voit une émergence de ce même mouvement chez les youtubeurs plus ou moins populaires. Donc des influenceurs qui prennent le relais des médias classiques pour aller décrédibiliser ce documentaire, Hold Up, et de rabâcher un petit peu le même discours de perroquet qui vient du gouvernement, que tout ce qui critique les choses qui ne vont pas dans la société, c'est labellé complotisme. Le problème, en fait, c'est que ce type de vidéo ne s'adresse pas aux gens qui pourraient réfléchir, mais ça s'adresse aux gens qui veulent avoir une opinion immédiatement sans avoir regardé le documentaire. Et ces journalistes, ces médias savent très bien que en décrédibilisant un documentaire immédiatement, avant même que les personnes se soient fait une propre opinion, pour une grande partie de la population, ils n'iront même pas voir ce documentaire, ils n'iront même pas se confronter aux idées, parce qu'ils ont déjà accepté « Ah, ça c'est conspirationniste, c'est pas la peine que je perde mon temps ». Et c'est une stratégie très efficace, qui a aussi sa contrepartie, c'est que ça fait de la publicité aux gens qui n'avaient pas forcément entendu parler de ce documentaire, et donc finalement c'est pas plus mal. Mais le sujet de cette vidéo, c'est pas le hold-up, c'est vraiment les obstacles à la vérité de manière générale. Donc, je vais parler de 3 obstacles qu'on trouve dans la société. Je vais les présenter brièvement ici, et je pense les développer plus en détail dans une autre vidéo que j'appellerai sans doute ce que disent les complotistes. Mais brièvement, on peut séparer ces 3 niveaux d'obstacles à la vérité, qui sont d'abord un obstacle matériel. Donc il y a vraiment une emprise sur le plan matériel, à travers l'argent, à travers les entreprises, à travers les finances, à travers tout ce qui touche à l'économie. Et à parler d'une seule société, hein, certains disent les Illuminati, d'autres les francs-maçons, s'ils font une distinction entre les deux, on peut parler de la mafia haute, ce qui est aussi la même chose, mais disons qu'il y a, ou l'élite, ou l'état profond, enfin il y a différentes manières de le dire, et là on touche à des sujets complotistes, mais disons qu'il y a un certain gouvernement occulte qui a un contrôle sur la population, et ce contrôle se fait par 3 niveaux. Le premier niveau, c'est donc le niveau matériel. Ces gens-là possèdent toutes les entreprises, possèdent la finance, possèdent la création monétaire. Et donc, lorsqu'on possède toutes ces entreprises et qu'on fait partie du même groupe, on se fait des faveurs, on obtient des contrats. Il y a tout un tas de corruption qui touche vraiment à l'ensemble matériel de la société et donc qui donne un certain pouvoir sur le reste de la population. Un pouvoir qui est monétaire, mais qui permet le deuxième niveau de contrôle qui est le pouvoir idéologique. Parce qu'une fois qu'on contrôle la sphère matérielle, qu'on a suffisamment de richesse, on peut corrompre, infiltrer des institutions qui ont un rôle qui est celui d'orienter les idéologies, les pensées, les croyances de la population. Et donc on retrouve ce gouvernement occulte, ces francs-maçons, qui ne se cachent pas d'ailleurs, et qui le disent, qu'ils travaillent à l'éducation, aux valeurs morales de la société. Entrons directement dans le Saint des Saints avec Pierre Mollier, la mémoire du lieu. Donc là, nous entrons dans le Grand Temple. Le Grand Temple impressionne par sa taille. Une partie de l'histoire s'est écrite ici. Depuis 1852, il reçoit les travaux maçonniques les plus éminents. Entre 1880 et 1814, toutes les lois fondatrices de la Troisième République, le suffrage universel bien sûr, mais aussi la loi sur la liberté de la presse en 1880, la loi sur la liberté d'association en 1901, les lois sur la laïcité, la séparation de l'Église et de l'État en 1905, toutes ces mesures ont été discutées dans ce lieu avant d'être discutées puis votées au Parlement et mises en œuvre par la Troisième République. Merci de votre invitation et d'avoir rappelé que nous étions une obédience, que je préside une obédience de plus de 50 000 membres aujourd'hui. Et comme vous le savez vraisemblablement, le Grand Orient de France comporte en ses rangs de très nombreux acteurs du monde éducatif, qu'il s'agisse évidemment des enseignants ou de l'ensemble des acteurs de périscolaire, et cela depuis l'enseignement primaire jusqu'à l'université. Nous considérons que l'école publique est le pilier et le creuset de la République. Et donc,
ce même groupe qui détient la sphère matérielle prend aussi possession de la sphère idéologique. Et il inculque à la population des idées sur ce qui est bien, ce qui est mal, d'où vient l'homme, où il va après la mort, etc. Tout ce genre de choses qui, lorsque un individu naît dans cette société dominée par ce gouvernement occulte, eh bien, il va être nourri par ses idées, par ses idéologies. Et s'il ne prend pas le temps de déconstruire ces idéologies, ou de moins de les remettre en question, de les questionner, eh bien, il se peut qu'il se soit complètement formé une idéologie qui n'est pas forcément salutaire, aussi bien pour sa vie physique, surtout pour sa vie après la mort. Et le troisième niveau, qui est intimement lié aux deux autres, c'est le niveau spirituel. Parce que cette idéologie qui est diffusée au deuxième niveau, donc dans l'éducation nationale, dans les croyances, les valeurs de la société, etc., elles sont intimement liées à des conceptions spirituelles. Et là encore, les francs-maçons ne se cachent pas, puisqu'ils disent eux-mêmes, en tout cas en France, que la franc-maçonnerie est la religion de la France, de la République. Est-ce que la philosophie progressiste des Lumières, elle est la religion de la République? Oui, je l'ai écrit. J'ai même expliqué que le Grand Orient était l'église de la République. Je ne savais pas que j'allais faire plaisir à Éric Zemmour, mais quand j'ai écrit ça, mais je l'ai dit, oui, c'est la boîte à outils de la République et c'est la religion de la République, parce qu'il y avait une spiritualité laïque. Au 29e degré, il y a une adoration de Baphomet. En tout cas, il y a une génuflexion devant Baphomet. Et de toute manière, on le sait bien, le slogan de la franc-maçonnerie, avant même la Révolution française, c'était « Liberté, égalité, fraternité ». Donc la devise de la France, depuis la Révolution française, c'est la devise de la franc-maçonnerie. Donc ce n'est pas simplement quelque chose qui est récent, depuis quelques dizaines d'années, ça date au moins, depuis 1789. Donc, quelle est l'idéologie, quelle est la spiritualité qu'il y a derrière? Eh bien, c'est la spiritualité de la franc-maçonnerie. Et on a démontré dans d'autres vidéos, beaucoup de gens démontrent ces choses aussi dans d'autres vidéos, que la franc-maçonnerie, en tant que structure, je ne parle pas de tous les individus qui font partie de cette société, même s'ils travaillent à l'objectif de cette société, eh bien, c'est l'adoration de Lucifer, qui n'est autre que le diable. La franc-maçonnerie, et non pas Dieu, définit le bien et le mal. Et alors, ces vérités de cycle, je vous en donne juste une. Le mal, le malheur et la misère sont nécessaires à l'harmonie universelle. Ça n'est pas moi qui le dis, c'est au 29e degré, juste avant le 30e degré, qu'on définit finalement que le mal est nécessaire. Donc on voit bien qu'il y a une sorte d'inversion des valeurs dans la doctrine maçonnique par rapport à la doctrine chrétienne. Et donc le diable a forcément comme objectif de détruire l'humanité et de perdre le plus grand nombre de gens. Donc ces trois niveaux de contrôle influent sur une personne, l'enferme dans une société où il va être obligé de travailler parfois deux, trois boulots pour pouvoir simplement se nourrir, simplement survivre, ce qui lui empêchera de prendre le temps de s'éduquer. On lui déversera tout un tas d'idéologies, ça commence à l'école, mais ça continue tout au cours de sa vie à travers les films, à travers les émissions de télé, de plus en plus débiles, mais pas simplement les émissions débiles. Sur les émissions de discussion, les plateaux de télévision, on a aussi tout un tas d'intervenants qui sont plus ou moins des intellectuels, qui se présentent être comme des gens vertueux et des gens, impartials, mais qui en réalité sont complètement partials et mentent ouvertement. Je donne l'exemple de Michel Onfray, qui est tout le temps invité sur les plateaux, et il dit que Jésus n'a pas existé. Or, ça a été démontré dans cette série que c'est vraiment un mensonge grossier. Et pourtant, donc des gens qui ne sont pas sensibilisés à ces idées peuvent se faire complètement brainwasher par ce type de personnage et par tout ce système idéologique. Et en sous-bassement de toute cette idéologie, qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il y a le rejet de Dieu, le rejet de la religion, des religions, mais aussi de la religion in fine, puisque ces religions-là sont différentes, mais au sein même de ces différentes religions, eh bien, il y a après le problème de discernement entre quelle est les vérités dans toutes ces différentes religions. Et donc voilà les trois principaux obstacles qui empêchent un individu d'accéder à la vérité lorsqu'il naît dans ce type de société.
toutes les sociétés ne sont pas aussi dominées par la franc-maçonnerie que la France. Et je m'adresse pas simplement aux Français ici, puisque sur cette chaîne, c'est un contenu francophone, et évidemment, il y a aussi des Belges, des Canadiens, etc. L'influence est aussi importante, en Belgique aussi, très largement, puisque c'est pas pour rien que le Parlement européen se trouve en Belgique. Il n'y a qu'à voir aussi la structure du bâtiment lui-même, de l'Union européenne, qui est un clin d'œil direct à la tour de Babel, et qui ne s'en cache pas d'ailleurs. Mais donc, dans ces sociétés entièrement dominées par la franc-maçonnerie, eh bien voilà les différents obstacles, et c'est pas un hasard si la France compte parmi le plus grand nombre d'athées en pourcentage de la population. C'est 30% de gens qui sont athées. L'athéisme, c'est vraiment affirmer que Dieu n'existe pas. C'est à distinguer de l'agnostique, qui lui est un petit peu plus modeste et qui dit on ne peut pas se prononcer. C'est déjà en soi une forme d'affirmation. Mais l'athée carrément dit « Dieu n'existe pas ». Mais pour prouver que pour affirmer que Dieu n'existe pas, il faut être en mesure d'être sûr qu'on sait tout. Et en soi, c'est complètement absurde. Mais comme on rentre dans un système idéologique depuis le berceau, et que ce n'est pas simplement dans notre propre vie, mais même les générations de nos parents et de nos grands-parents qui ont été bercés de cette idéologie franc-maçonne, si on n'a pas une culture religieuse qui nous vient de nos parents ou de nos proches, qui nous permet de remettre un petit peu en question toute cette idéologie athée, beaucoup de gens tombent dans le piège. Alors je parle à la première personne, puisque moi ça a été mon cas. J'ai été éduqué de cette manière-là, et donc je me considérais athée. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui n'étaient pas athées à la naissance. Mais beaucoup de gens, je pense en tout cas, qu'ils arrivent à se prononcer comme athées, pas simplement parce que ça a été une réflexion, enfin c'est pas je pense, c'est certainement, c'est évident, puisque on ne peut pas arriver à cette conclusion que Dieu n'existe pas, puisqu'on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas. Donc ces gens-là ne font que répéter une conclusion qui est soit directement déversée, soit sous-entendue à travers tout un tas d'idéologies, et les gens disent mais Dieu n'existe pas, c'est évident. Et c'est assez intéressant parce que la conséquence de ça, c'est qu'il y a des gens qui, lorsqu'on leur parle des expériences de mort imminente, donc des gens qui ont un accident cardiaque, ou ils sont déclarés morts, certains se réveillent même à la morgue, et quand on présente ces idées à des gens, ils vont vous dire « Ah mais ils n'étaient pas morts ces gens-là ». Et pour pouvoir dire ça, en fait, pour dire que c'est le cerveau qui a créé toute l'hallucination de l'expérience de mort imminente, les gens qui vont au paradis, ou qui voient Jésus, ou qui voient l'enfer, et qui reviennent dans leur corps pour témoigner, eh bien on peut décrédibiliser ce témoignage en disant « mais c'est le cerveau qui a fait cette hallucination ». Mais parallèlement à ça, les gens qui disent ça reconnaissent aussi que le cerveau, à l'état actuel de nos connaissances, de la science moderne, on ne sait pas tout ce qu'il est capable de faire. On le reconnaît. Le cerveau, on ne le comprend pas complètement, on ne sait pas exactement tout ce qu'il est capable de faire. Donc si on reconnaît qu'on n'est pas capable de savoir tout ce que peut faire le cerveau, c'est impossible de dire que c'est une hallucination. Ou encore, on ne peut pas dire « ceci est impossible » si on n'est pas en mesure de dire exactement tout ce que peut faire le cerveau. Donc voyez un petit peu les contradictions qu'on retrouve et qui viennent en fait de cette propagande idéologique dans laquelle on est bercé depuis la naissance. Donc ces trois niveaux-là en fait forment un petit peu le socle de la conspiration, et derrière se cachent beaucoup de choses. Je en parlerai dans d'autres vidéos, car il y a différents aspects, l'aspect donc matériel, le côté mafieux de la chose, le côté idéologique que j'ai abordé là, et puis surtout le côté spirituel. Et ces trois niveaux sont intimement liés. Et on les retrouve directement dans ce qu'on appelle les Illuminati, la franc-maçonnerie, le gouvernement occulte, les élites, etc. Maintenant, la deuxième partie de cette vidéo, de ces obstacles qui nous amènent à la vérité, c'est les obstacles individuels qu'on peut rencontrer, qui vont nous empêcher d'accéder à la vérité. On va partir du principe qu'on n'est pas encore arrivé à Orwell, même si on y va à grands pas. Orwell, c'est vraiment 1984, c'est une société entièrement dominée, entièrement contrôlée, où toute l'information est censurée, contrôlée par Big Brother, par le gouvernement totalitaire, dans lequel on va vraiment au galop. Et aujourd'hui, la censure permet à supprimer de plus en plus d'informations qui parlent donc de ces choses-là. Il y a même des censures sur les contenus qui parlent de la Bible, et il y a de nombreuses chaînes YouTube qui
aborde des sujets qui soit disparaissent, soit sont complètement déréférencés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de notifications, il n'y a plus d'abonnés, les commentaires disparaissent. Donc il y a vraiment une volonté de supprimer des informations. Pour l'instant, ce n'est pas entièrement fait sur le contenu biblique, et heureusement, c'est le contenu le plus large qu'on puisse trouver. Et puis la Bible, c'est le livre qui est édité aux plus grands exemplaires. Donc même si un jour toute la censure sévit sur Internet, surtout, il restera encore la Bible. Espérons-le. Mais en tout cas, dans le reste, les documentaires qui vont essayer d'expliquer un petit peu le rôle de cette mafia, le rôle idéologique, le rôle de la franc-maçonnerie, du satanisme, etc., ces choses-là sont censurées. Donc il y aura un moment donné où, si quelqu'un tente de se réveiller, il aura un grand problème, c'est qu'il n'y aura plus les informations disponibles pour comprendre le monde dans lequel il vit. On n'y est pas encore, mais on y approche à grands pas. Donc, disons qu'aujourd'hui, il y a encore ces informations, et pourtant, les gens n'accèdent pas à la vérité à cause donc des trois obstacles, des trois types de profils qui empêchent de comprendre, ou qui sont trois caractéristiques qui peuvent être liées dans une même personne. On va dire qu'il y a trois grands profils, il y en a peut-être d'autres, hein, c'est une façon que j'ai d'expliquer cette chose-là. La première chose, c'est l'ignorance. L'ignorance, c'est le manque d'information, mais c'est aussi l'ignorance de sa propre ignorance. C'est-à-dire qu'on peut être ignorant et le reconnaître, et dire je ne sais pas, je ne connais pas grand-chose sur la religion, je ne connais pas grand-chose sur le fonctionnement du gouvernement, je ne sais pas grand-chose sur le fonctionnement des médias, et je reconnais mon ignorance, cela m'empêche de comprendre un peu les choses. Mais plus pernicieux encore, et on trouve ça très particulièrement chez les gens qui ont été éduqués dans le système français, c'est qu'on est ignorant de notre propre ignorance. Parce que le système français, de l'éducation française, insiste très largement sur la culture générale. Et on a l'impression, surtout si on fait des études prolongées, on a l'impression qu'on connaît tout. Et qu'on a des réponses sur tout un tas de sujets, mais c'est en réalité une illusion où on nous a déversé tout un tas de conceptions sur tout un tas de sujets qui, en soi, d'abord, ne sont pas forcément des réponses vraies sur toutes ces informations, mais en plus, il y a l'illusion qu'on a l'impression de tout savoir. En fait, on nous a présenté un éventail d'idées et on pense que c'est tout ce qu'il y a à savoir. Mais il y a énormément de choses qui ne sont pas communiquées dans ce système éducatif, qui ne sont pas communiquées à travers les médias, à travers les livres, à travers les livres grand public, je veux dire. Et donc, on a l'impression qu'on sait tout et qu'on n'a rien à ignorer et qu'on est donc ignorant de notre propre ignorance. Ça, c'est un obstacle majeur à la compréhension du monde dans lequel on vit et donc de la vérité. Le deuxième aspect, c'est un petit peu comme je l'ai dit dans le début de la série sur le New Age, c'est lorsqu'on est mouillé, quand on est complice, consciemment ou inconsciemment, directement ou par association, à ce complot, à ce mensonge, à tout ce qui va à l'encontre de la vérité. On peut être mouillé à des degrés plus ou moins importants, on peut faire partie directement de la caste des gens qui cherchent à tromper les gens, que ce soit des journalistes, que ce soit des médecins, que ce soit des avocats, des juristes, des policiers, des gendarmes, enfin, tous ceux qui font partie de cette franc-maçonnerie, encore une fois, qui savent ce qu'ils font et qui le cachent au reste du monde. Mais il y a aussi ceux qui sont associés indirectement à cela et qui ont l'impression que si l'on parle en mal d'un médecin, par exemple, ou d'un policier, en disant que voilà, certains policiers cachent des preuves dans des dossiers, certains médecins font des faux rapports parce qu'ils sont associés à l'industrie pharmaceutique et qui travaillent au nouvel ordre mondial, certains juges sont mêlés dans des affaires qui blanchissent leurs copains, etc. Si on est juge sans être franc-maçon, si on est médecin sans être franc-maçon, si on est policier sans être mouillé, eh bien il se peut qu'on veuille protéger la profession, et du coup on va refuser d'accepter les informations qui nous sont apportées, puisqu'on se dit mais c'est pas possible. Moi je suis un policier pour défendre le peuple, tout policier est comme moi. Moi je suis médecin parce que je veux aider les gens, tous les médecins sont comme moi. Et donc il y a des gens comme ça qui vraiment ne veulent pas voir la vérité lorsque
ça implique une partie de leur profession. Et ça, c'est aussi difficile à dépasser parce que ça fait peur et surtout que ça peut amener à des conclusions. Par exemple, on peut très bien être policier et se rendre compte que la hiérarchie de la police est complètement corrompue et donc de se dire « mais je n'ai plus ma place dans la police et il faut que je démissionne ». Or, c'est très difficile pour beaucoup de gens puisque d'abord, c'est des gens qui ont choisi ce métier parfois parce qu'ils l'aiment, d'autres pour d'autres raisons, mais disons qu'il y en a qui, la plupart des gens choisissent un métier parce qu'ils se sentent bien dans ce métier, ils ont fait une carrière, ils ont aussi une famille parfois à nourrir, ils doivent se nourrir eux-mêmes, donc c'est pas facile de démissionner d'une carrière quand on se rend compte que cette branche-là, dans laquelle on a investi notre vie, est complètement pourrie. Et donc, ça, c'est très difficile à accepter, et donc les gens ne veulent pas voir, à cause de ces conséquences possibles, qu'il pourrait y avoir des changements importants à faire dans notre vie. Et en fait, ce mécanisme-là, on le retrouve aussi dans la raison pour laquelle est-ce que les gens ne croient pas en Dieu. Parce que beaucoup de gens ne veulent pas croire en Dieu, pas parce que ça leur paraît impossible que Dieu existe, mais parce qu'ils ont l'impression, parfois de manière fondée, que s'ils se mettent à croire en Dieu, il va falloir qu'ils changent des aspects de leur vie. Il va falloir qu'ils changent leur comportement, et ça fait peur à beaucoup de gens, surtout s'ils ont une vie immorale. Mais ce qui est plus triste encore, c'est que beaucoup de gens ne sont pas forcément complètement immoraux, les gens ont une vie relativement normale, mais ils ont peur de faire confiance à Dieu, parce qu'ils pensent qu'il va falloir devenir comme ces extrémistes des religions, qui donnent un très mauvais exemple, en pensant qu'il va falloir être complètement obsédé, complètement se torturer, s'enlever tout type de plaisir de la vie, etc. Et ça aussi, c'est un obstacle. Mais pour l'instant, je parle simplement donc de ce niveau-là où donc on est mouillé. C'était le deuxième niveau. On se sent impliqué et donc on va rejeter ce qui pourrait nous faire prendre conscience de la vérité ou de ce qui se cache un petit peu derrière la société. Et le troisième aspect, qui est un petit peu lié à ce deuxième aspect-là, c'est, je vais le dire peut-être un peu crûment, c'est la lâcheté. Autrement dit, la peur. Il y a beaucoup de gens qui ont peur, tout simplement, de regarder en face la vérité, de regarder en face le monde dans lequel on vit. Et beaucoup de gens, en fait, préfèrent un mensonge qui pense être confortable, plutôt qu'une vérité dérangeante. Mais en réalité, le mensonge, il n'a rien de confortable, parce qu'il semble confortable, mais in fine, il veut nous amener à notre perte. C'est un petit peu cette fameuse histoire de la grenouille. On peut mettre une grenouille dans l'eau bouillante immédiatement, elle va sauter, elle va sortir de l'eau bouillante. Mais si on met une grenouille dans une casserole avec de l'eau et qu'on fait bouillir l'eau progressivement, la grenouille ne va pas se rendre compte de ce qui se passe, mais à la fin, elle va être cuite. Et c'est un petit peu ça, le mensonge confortable. C'est qu'on a l'impression qu'on est dans un confort parce qu'on ne réfléchit pas au sens de notre vie, on ne se pose pas des questions sur la société, on se laisse guider par les grands penseurs, que ce soit les philosophes tels que Onfray, qui viennent sur les plateaux nous expliquer la vérité, ou que ce soit les hommes politiques qui font leur carrière chez la banque Rothschild et qui ensuite deviennent présidents de la République, alors que quelques années précédemment, ils étaient annoncés par notre fameux Jacques Attali. Donc vous voyez, il y a des gens pour qui ça fait peur de se rendre compte que les gouvernants, les hommes politiques ou les médecins même, haut placés dans des conseils scientifiques même, seraient pas forcément tout à fait honnêtes. Parce que du coup, ça rejette la responsabilité dans les mains de la personne. C'est-à-dire que lorsqu'on fait confiance à la télé, et donc à l'autorité que représentent ceux qui sont à la télé, ou ceux qui sont dans les partis politiques, on leur donne notre libre arbitre, allez-y, guidez-nous. C'est confortable d'une certaine manière, parce qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Et on se dit, ils sont faits pour ça, ils ont fait des études, ce sont des experts, ce sont des hommes politiques, ils sont là pour régler les problèmes. Nous, on n'a qu'à attendre. Mais lorsqu'on se rend compte que ceux-là sont corrompus, et qu'ils ont un objectif qui n'est pas notre bien, à ce moment-là,
on ne peut plus attendre que les choses se passent, il va falloir réfléchir par soi-même. Et il y a beaucoup de gens pour qui ça fait peur. Et c'est pour ça que je dis qu'il y a une forme de lâcheté là-dedans, parce qu'on refuse la responsabilité, mais les conséquences sont dramatiques, parce que si on se laisse guider par des gens qui sont malhonnêtes, et qui ne sont pas simplement malhonnêtes pour essayer de nous soutirer un peu d'argent, pour nous faire payer des impôts, pour se faire payer des voyages privés en jet et devenir président. Si c'était que ça encore. Mais le problème, c'est que ces gens-là nous donnent une idéologie qui est fausse, et surtout une idéologie spirituelle, qui est l'adoration de Lucifer, et qui veut nous emmener directement vers la perdition. Et c'est ça le problème. Donc voilà 3 obstacles. Pourquoi je dis ces choses-là aujourd'hui ? C'est parce que je pense qu'ils permettront à des gens éveillés de comprendre à qui ils ont affaire en face. Parce que l'objectif d'une personne qui s'est éveillée, quel que soit le niveau de son éveil, c'est d'essayer d'éveiller les autres, d'essayer de partager les compréhensions et d'essayer de montrer aux gens quel est le problème qui les menace et quelle est la sortie de secours finalement, quelle que soit la manière dont on voit les choses. Et pour pouvoir essayer de parler à des gens, pour les amener à comprendre certaines choses, je pense que c'est important de prendre conscience de ces 3 objets-là, de ces 3 niveaux d'obstacles individuels et ces 3 niveaux de société, et essayer de voir un petit peu où la personne se place. Donc poser des questions d'abord. Qu'est-ce que vous pensez de la situation ? Si la personne vous dit, si sa réponse immédiatement c'est déjà c'est obligatoire, il faut qu'on suive ce que dit le gouvernement, vous savez à qui vous avez affaire. Vous pouvez aussi demander aux gens, mais que penses-tu qui s'est passé le jour du 11 septembre ? Donc ça vous donne quelques pistes pour voir un petit peu la personne où est-ce qu'elle se place par rapport à la société. Et ensuite, essayez d'identifier comment elle réagit si vous lui amenez une information qui peut faire peur. Et souvent, il y a un obstacle, une réaction parfois même agressive quand on essaye de donner des informations aux gens, des informations qui remettent en question une partie de leur paradigme. Certaines personnes réagissent vraiment avec agressivité, pas parfois directement à vous-même, à la personne qui communique l'information, mais parfois l'agressivité elle est dirigée vers l'information elle-même. Alors que cette agressivité, il ne devrait pas y avoir d'agressivité, mais s'il y a une agressivité, ce n'est pas contre celui qui porte le message, ni même le message, mais ça devrait être contre ceux qui sont pointés dans ce message en fait. Et tout le problème, il est là, et le gouvernement occulte, les élites sont bien conscients de ça, et elles jouent très fortement là-dessus, et elles jouent le père protecteur, elles couvent la population des gens pour les maintenir dans une espèce de faux confort, pour empêcher qu'ils se réveillent et pour empêcher qu'il y ait une révolte. Donc voilà à peu près ce que je voulais aborder aujourd'hui, un petit peu une forme de manuel, ou plutôt quelques pistes pour essayer de mieux comprendre ce qui empêche les gens de comprendre. Pour que si vous essayez de votre côté, dans votre entourage, dans votre famille ou chez vos amis ou vos collègues, d'essayer de mieux cibler un petit peu quel niveau se situent les gens et comment aborder les différentes questions. Dans un autre épisode, je vais parler donc de ce que disent les complotistes. Peut-être celui avec Nicolas Sarkozy, c'est un recrutement un peu particulier, puisque c'était pour me nommer président d'une autorité indépendante en charge de contrôler la statistique policière. Et je peux vous dire une 3e chose. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien, personne ne pourra s'y opposer. Car à travers le monde, les forces au service du changement sont considérablement plus fortes que les conservatismes et les immobilismes. C'est la religion de la République, parce qu'il y avait une spiritualité laïque. Au 29e degré, il y a une adoration de Baphomet. En tout cas, il y a une génuflexion devant Baphomet. Le nouvel ordre mondial, c'est l'objectif final du diable, mais beaucoup de gens ne sont pas arrivés à reconnaître que la Bible expose le monde dans lequel on se trouve. Donc il faut y aller par différents paliers, et l'épisode suivant, enfin une vidéo plus tard, parlera de ces choses-là, ce que disent les complotistes, quel type d'informations il est important de connaître.
Voilà, merci pour votre attention. Je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse.